Pour créer des dinosaures au cinéma, il a toujours existé des tas de techniques. L'une de celles qui a été utilisée pour la première fois, jusqu'aux années 90, et puis quasiment plus du tout après, c'est la stop motion, l'animation image par image. La stop motion consiste à animer image par image une figurine entièrement articulée. C'est une technique qui a été portée au nu par Willis O'Brien en 1925 avec Le Monde Perdu et en 1933 avec King Kong, qui a été reprise ensuite par Ray Harryhausen, qui lui-même a réalisé des films de dinosaures. Enfin, il ne les a pas réalisés officiellement, c'était pas lui officiellement le réalisateur, mais il était tellement à l'initiative de ces films qu'on considère souvent que ce sont des films signés par lui. Et notamment un film de Monde Perdu, dont il est l'auteur, qui s'appelle La vallée de Gwanji. Donc la stop motion a souvent été utilisée pour les dinosaures, et ça a souvent été considéré comme la technique la plus adaptée, la technique noble, parce que ce sont les plus beaux dinosaures souvent, ceux de 1 million d'années avant Jésus-Christ, ceux de quand les dinosaures dominaient le monde, ce sont des dinosaures qui sont des références aujourd'hui encore, et qu'on considère comme de très belles créations, et des dinosaures très réalistes. Une créature en stop motion peut avoir la forme qu'on veut. Donc, lui donner la forme d'un brontosaure, d'un tricératops ou d'un tyrannosaure, il n'y a pas de problème. Et on peut lui donner les mouvements qu'on souhaite aussi. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un homme déguisé ou d'un animal déguisé. Un homme dans un costume, forcément, le costume est obligé de s'adapter à la morphologie du comédien. Donc, on va plutôt s'en servir pour des créatures bipèdes, des créatures qui vont avoir tendance à être un peu anthropomorphes, même si à la base, un tyrannosaure, c'est pas spécialement anthropomorphe. Ça marchait a priori pas complètement debout, pas forcément avec les pattes comme ça, pas forcément la tête haute, mais comme on va concevoir un costume pour mettre un comédien dedans, on va avoir tendance à donner aux dinosaures une attitude un peu humaine, un peu trop humaine. Alors c'est, on va dire, l'avantage et le défaut de cette technique. L'avantage, c'est que bizarrement, et je pense que c'est une espèce de connivence qui se crée entre le film et le spectateur, on devine qu'il y a un comédien derrière. Parce que malgré tout le jeu du comédien, toute sa pantomime, tout ce qu'il va faire, qu'il va essayer de s'extraire de ses comportements humains, on reconnaît qu'il y a un humain derrière, on sent qu'il y a un humain derrière. Et du coup, le dinosaure n'est pas simplement un animal, pas simplement une créature, mais un personnage. Et c'est sans doute toute la force de Godzilla aussi. Et les puristes diront toujours que Godzilla n'existe vraiment que lorsque c'est un homme costumé. Il faut dire aussi que c'est une technique qui parfois est utilisée de manière très réaliste. C'est-à-dire que parfois on ne devine pas l'acteur dans le costume. Pour preuve, Jurassic Park, qui est considéré comme l'un des films de dinosaures les plus réalistes qui soit, 93, utilise des hommes dans des costumes. Les raptors sont des comédiens costumés. Pas toujours, dans les plans larges où ils courent, ce sont des images de synthèse, mais dans beaucoup de plans, et notamment les plans en interaction avec les comédiens, ce sont des hommes dans des costumes. Autre technique qui n'a pas disparu, c'est l'animatronique. L'animatronique, donc la création de marionnettes mécaniques plus ou moins élaborées, plus ou moins informatisées, a été utilisée pour les dinosaures depuis très 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 longtemps. Il y a des films muets dans lesquels on voit des espèces de cératosaures, donc un tyrannosaure avec une corne, grandeur nature, qui ont été fabriqués spécialement. Alors à l'époque, c'était hydraulique, c'était pneumatique, c'était pas aussi élaboré qu'aujourd'hui. Depuis, ça s'est informatisé, et dans Jurassic Park, le premier, il y a beaucoup plus de dinosaures animatroniques que de dinosaures en images de synthèse, par exemple. C'est toujours plus facile pour un comédien de regarder une créature qui fait 6 mètres de haut et qui lui fait face, plutôt que de regarder un fond vert ou une balle de ping-pong, avec un réalisateur qui lui dit « Mais essaye d'imaginer qu'en fait, cette balle de ping-pong, c'est un dinosaure ». Donc, c'est quand même le gros avantage. Et puis, une technique qui est tombée complètement en désuétude, qui était beaucoup utilisée dans les années 50, 60, c'est le lézard déguisé. La première utilisation vraiment célèbre des lézards déguisés, c'était dans Tumac, fils de la jungle, en 1940, un film préhistorique, hein, un mélodrame préhistorique. Donc ils avaient costumé des lézards, des crocodiles, enfin costumé, ils leur avaient collé une fausse corne ici, une fausse nageoire sur le dos. Et ces scènes de dinosaures étaient suffisamment spectaculaires à l'époque pour avoir été réutilisées ensuite dans des dizaines de films à petit budget qui n'avaient pas les moyens de tourner leurs propres scènes de dinosaures, donc qui piquaient ces séquences-là. Donc on retrouve ces scènes-là dans de nombreux films et le lézard déguisé a servi donc pour Le Monde Perdu de 1960, Le Voyage au centre de la Terre de 1960, un petit peu au tout début d'un million d'années avant Jésus-Christ et puis plus trop après. Et ce qui est amusant, c'est que là, il y a eu un remake récent du Voyage au centre de la Terre qui a eu lui-même une séquelle qui s'appelait L'île mystérieuse, dans lequel apparaît à un moment donné un lézard géant. Mais ce lézard géant est créé en image de synthèse, mais on sent bien qu'il est là pour rendre hommage à ces lézards géants, ces faux lézards géants qui étaient utilisés à l'époque pour simuler les dinosaures.